Bonjour, dans le cadre de notre MOOC Introduction à la comptabilité des sociétés, on va vous présenter dans cette vidéo une synthèse de la semaine 1 relative à la constitution de la société. D'ailleurs, la constitution de société est l'ensemble des opérations et formalités qui donnent une exigence juridique. Il s'agit notamment de certificats négatifs, certificats de dépôt, établissement des statuts, etc. Aussi, lors de la création d'une société, les associés mettent en commun des biens appelés apports qui sont destinés à assurer le bon fonctionnement de la société nouvelle et dont la propriété est transférée à la personne morale constituée. Il est possible de distinguer entre deux approches d'analyse des apports. Dans un premier lieu, l'approche juridique des apports, dans un second lieu, l'approche fiscale des apports. De point de vue juridique, on distingue entre trois types d'apports. Apport en numéraire, qui correspond aux sommes d'argent, espèces, chèques, virements. Apport en nature, c'est généralement le matériel mobilier, marchandises, fonds commercial. Apport en industrie, constitué de savoir-faire, de connaissances techniques ou professionnelles, expériences et services. Cependant, le capital de la société est formé uniquement des apports en numéraire et en nature. Ces apports sont appelés apports en capital. Les apports en industrie ne contribuent pas à la formation du capital. De point de vue fiscal, il faut différencier entre trois types d'apports selon la nature de leur rémunération. Premièrement, les apports purs et simples. Il s'agit d'un apport en numéraire ou d'un apport en nature sur lequel n'existe aucun emprunt pris en charge par la société. Ils sont rémunérés par des droits sociaux, c'est-à-dire des actions ou des parts sociales. Deuxièmement, des apports à titre onéreux, ce sont des apports qui sont grevés de dettes, ils ne sont pas rémunérés par des droits sociaux. Troisièmement, les apports mixtes qui rassemblent les apports purs et simples et les apports à titre onéreux. Maintenant, on va passer à un point essentiel dans la constitution des sociétés, à savoir la libération des apports. Elle consiste à la mise à disposition de la société l'ensemble des apports des associés, que ce soit en nature, en numéraire ou en industrie. La libération des apports se fait par deux choses: le versement des fonds pour les apports en numéraire, le transfert de propriété pour les apports en nature. Dans ce qui suit, on va présenter les différents cas de figure de libération des apports. Dans la libération des apports, on distingue entre la libération des apports en nature, qui se réalise intégralement lors de la constitution de la société. Contrairement aux apports en nature, les apports en numéraire peuvent être libérés soit intégralement lors de la constitution de la société, soit partiellement euh, avec la libération du minimum légal, le 1/4 du capital, lors de la constitution de la société, et le reste lors des appels aux apports ultérieurs dont les dates sont fixées dans les statuts. Si les actionnaires respectent les dates limites fixées, cela correspond au cas normal. Le non-respect des dates limites correspond au cas particulier de libération des apports. Il s'agit principalement de trois cas. Premièrement, la libération anticipée des apports. D'ailleurs, les versements anticipés constituent une dette sur la société. Ils sont productifs d'intérêts qui sont à la charge de la société. Deuxièmement, la libération tardive des apports. Dans ce cas, l'actionnaire retardataire supporte, en plus du montant de l'apport, des intérêts et des frais engagés par la société pour le recouvrement. Troisièmement, la non-libération de l'apport ou la défaillance de l'actionnaire. C'est le cas où l'actionnaire est incapable d'honorer ses engagements. Dans ce cas, l'entreprise procède à la vente des actions non libérées. Merci de votre attention.